Bonjour, chers étudiants, très content de reprendre l'enseignement du module d'histologie avec vous après un arrêt de quelques mois imposé par l'extension de la pandémie Covid-19 et les mesures de confinement et de distanciation sociale instaurées pour la gestion de cette crise. Donc, nous allons voir aujourd'hui le premier cours du module d'histologie intitulé Le développement de l'organe dentaire. Quand vous allez le voir, l'enseignement du module d'histologie est scindé en trois parties. Donc en première partie, vous allez voir l'embryologie de l'organe dentaire. En deuxième partie, vous allez voir l'aspect histologique structural et ultrastructural de l'émail et du complexe pulpo-dentinaire. Également du sément, ligament alvéolo-dentaire et de l'os alvéolaire. En troisième partie, vous allez voir l'histologie de la muqueuse buccale. Donc, comme tous les organes, les dents se forment à partir d'ébauches embryonnaires. L'histogénèse dentaire, proprement dite, ou odontogénèse, regroupe des phénomènes de mise en place cellulaire et tissulaire. Elle est précédée par des stades d'initiation au cours desquels on observe successivement des migrations cellulaires dans des territoires présomptifs des futurs arcanes dentaires, des multiplications cellulaires selon les stades et des regroupements épithélo-mésenchymateux qui aboutiront à la fin à l'individualisation de chacun des germes des futures dents. Donc là, il est très important de connaître ces mécanismes pour trouver des réponses à des questions qui ont toujours été posées concernant l'étiologie de certaines pathologies, notamment des pathologies de forme, des pathologies de structure, des pathologies ou des anomalies de position ou de nombre touchant le système dentaire. Avant de commencer, je pense qu'il est intéressant d'attirer votre attention sur l'importance de la thématique en faisant la simulation avec l'émergence actuelle de l'ingénierie tissulaire et de la régénération des organes. Vous savez très très bien qu'actuellement on parle de la régénération dentaire comme étant une solution de remplacement d'organes ou de remplacement par exemple des dents absentes. Cette thérapeutique est basée principalement sur une imitation des mécanismes ou des divisions ou des étapes de division cellulaire aboutissant à la formation de la dent. Donc déjà une bonne compréhension des étapes de la formation de la dent va vous permettre facilement de comprendre, va vous initier à cette thérapeutique de régénération dentaire. Donc je vous invite à bien suivre ce cours. Et pour mieux s'inspirer de cette thématique, vous pouvez consulter les travaux qui ont été publiés par Oshima, qui a fait plus de 900 publications sur la régénération dentaire, et dans lesquelles il parle toujours de l'importance de la compréhension des mécanismes de la formation de la dent pour mieux gérer, pour mieux comprendre et mieux gérer et mieux accéder à cette thérapeutique ou à la régénération dentaire, comme étant une thérapeutique d'avenir. Tout d'abord, on va commencer vers la troisième semaine de la vie intra-utérine, où l'extrémité céphalique de l'embryon contient un énorme bouchon frontal sous lequel se situe une large béance, le stomodium, ou la bouche primitive. Cette dépression est doublée en profondeur par la membrane pharyngienne. Au 25e jour, dans les territoires latéraux de la région céphalique, se développent à partir d'armes mésenchymateux les deux premiers arcs bronchiaux, les bourgeons maxillaires et les deux bourgeons maxillaires et mandibulaires, constituant le premier arc bronchial. Donc au 27e jour, le neuropropre antérieur se ferme, la membrane pharyngienne tend à disparaître, laissant communiquer la bouche primitive avec le tube digestif. Entre le 27e et le 28e jour, l'ensemble des bourgeons faciaux en convergent et fusionnent, vont délimiter la totalité de la cavité stomodiale tapissée de l'ectoderme.
À ce stade, le stomodium est limité latéralement par les deux bourgeons maxillaires et ventralement par les deux bourgeons mandibulaires. Les bourgeons mandibulaires droit et gauche fusionnent dès la fin de la 5e semaine sur la ligne médiane au-dessus de l'ébauche cardiaque. Les bourgeons mandibulaires font partie du premier arc bronchial. Au cours de la 6e semaine de la vie intra-utérine, les bourgeons maxillaires en forme de digitation se développent et viennent au contact des bourgeons nasaux internes et externes. Ces contacts fusionnels ectodermiques constituent un repare épithélial permettant ainsi la constitution d'un massif cellulaire continu. Cette bande épithéliale donnera en profondeur les futures arcades dentaires. Peu de temps après, à l'endroit des arcades dentaires se formera la lame dentaire. Les dents se développent à partir de cet épithélium buccal ou à partir de l'ectoderme et de mésenchymes sous-jacents peuplés par des cellules ectomésenchymateuses ayant leur origine dans les crêtes neurales. Ce que vous voyez ici, c'est une vue en microscope électronique à balayage vers la 7e semaine. On voit très très bien les processus nasaux qui fusionnent avec les processus maxillaires. Ce que vous voyez ici, c'est le processus mandibulaire et vous voyez ici les sutures qui vont disparaître avec la progression de la croissance de l'embryon. Déjà, l'existence d'un défaut de croissance ou d'un défaut de suture ici à ce stade peut permettre la naissance de certaines pathologies. Donc un défaut de croissance à cet endroit peut donner naissance à des pathologies qu'on appelle des fentes, qui vont être des fentes partielles au total en fonction ou unilatérales ou bilatérales en fonction de la position de ce défaut. Ce que vous voyez ici, c'est un défaut de coalescence existant au niveau de la région un défaut de coalescence engendrant une fente labio-alvéolaire unilatérale. Là, c'est une fente labio-alvéolo-nasale touchant également la région nasale, un défaut de coalescence du bourgeon maxillaire et du bourgeon nasal. Là, c'est une fente vélaire. Par contre, ici, c'est une fente vélo-palatine. Vous pouvez assister également à une fente totale bilatérale, à des fentes totales bilatérales qui vont être à l'origine d'une déformation très difficile à gérer chez l'enfant. Donc l'origine des divers constituants dentaires est double. Il est d'une part d'origine mésenchymateuse appartenant au territoire maxillaire, l'ectomésenchyme provenant des crêtes neurales, et d'autre part, il est d'origine épithéliale. Donc c'est une interaction entre l'épithélium et le mésenchyme sous-jacent qui va donner naissance à des germes dentaires. Donc la morphogénèse primaire qui va permettre la formation des germes dentaires se traduit par des transformations cellulaires et tissulaires à la fois épithéliales et mésenchymateuses. Dans un premier temps, ces transformations mettent progressivement en place une première structure épithéliale qu'on appelle la lame primitive. Dès le 28e jour ou dès la 4e semaine de la vie intra-utérine, des épaississements épithéliaux bilatéraux apparaissent isolément sur la face inférieure des bourgeons maxillaires et sur le versant lingot des bourgeons mandibulaires. Donc, entre la 6e et la 7e semaine, cet épaississement épithélial est généralement fait de deux couches. C'est un épithélium bistratifié, donc comportant une couche de cellules basales hautes et une couche de cellules superficielles aplaties. Accentuant sa prolifération, cet épaississement épithélial s'enfonce dans le mésenchyme sous-jacent pour former ce qu'on appelle le mur plongeant ou la lame privative. Cette lame est faite de 4 à 6 couches de cellules épithéliales. La forme générale de la lame primitive est celle d'un fer à cheval
et épouse ainsi la configuration des reports des futurs maxillaires. Donc la lame primitive évoluera ensuite vers la future arcade dentaire. Le mur plongeant est ensuite le siège d'une prolifération cellulaire qui prend deux directions. Une direction verticale sous forme d'une diverticule, c'est la lame vestibulaire, et un prolongement interne ou lingual, c'est la lame dentaire. Donc un autre sillon va séparer la lame vestibulaire de la lame dentaire, c'est le sillon vestibulaire qui va amorcer la formation du vestibule buccal qui délimitera la zone externe jugale ou labiale de la zone interne maxillaire avec l'arcade dentaire. La lame dentaire est cernée par une condensation de cellules ectomésenchymateuses au niveau desquelles des renflements épithéliaux s'organisent. Donc ils répondent aux futurs bourgeons dentaires. Ce que vous voyez ici, donc c'est le futur bourgeon dentaire avec une extension de la lame dentaire sous forme de fer à cheval. Ici, nous avons le vestibule buccal et là, l'extension, elle représente la région jugale ou la région de la joue. Donc, comme je vous ai dit, un défaut ici dans la formation de la lame dentaire peut donner naissance à certaines pathologies. Donc, déjà dans l'initiation de la lame dentaire, si vous avez un manque d'initiation de cette lame, donc vous allez assister à l'absence de plusieurs dents. C'est ce qu'on appelle l'hypodontie ou l'anodontie s'il s'agit d'une absence totale des dents. Par contre, une initiation anormale ou supplémentaire peut être à l'origine d'une formation supplémentaire de dents, ce qu'on appelle les dents supplémentaires ou les dents surnuméraires. Ce que vous voyez ici, c'est des atteintes syndromiques qui vont être à l'origine d'absence de plusieurs dents, des patients présentant des hypodonties ou des anodonties, absence totale de dents. Par contre, dans ce cas de figure, vous voyez que le malade présente plusieurs dents, et c'est des dents supplémentaires et là, l'explication réside dans l'initiation ou la stimulation excessive de la lame dentaire générant une formation supplémentaire de dents. Donc, entre la 7e et la 8e semaine, peu de temps après la formation de la lame dentaire, et à partir de celle-ci, s'individualisent régulièrement et par place de petits renflements épithéliaux. Ce sont les bourgeons, futurs organes de l'émail des dents temporaires. Ainsi, les bourgeons qui se constituent par hémiarcade, dans un premier temps, sont les deux incisives, la canine, la première molaire temporaire vers la 9e semaine. Puis vers la 10e semaine, les bourgeons de la deuxième molaire temporaire. Avant d'évoluer par apoptose, une partie de cette lame dentaire sera encore capable de former les bourgeons des dents de remplacement ou des dents permanentes. Il est à noter que les dents de remplacement commencent leur développement morphologique pendant l'odontogénèse des dents temporaires. Ce que vous voyez très bien ici, donc l'extension, il va y avoir une extension qui va donner naissance. Donc là, c'est l'ébauche de la dent temporaire. Et une autre extension va donner naissance à l'ébauche ou aux bourgeons des dents de remplacement qui vont ensuite donner les dents permanentes. Avec l'agrandissement, vous voyez ici, c'est un bourgeon d'une dent temporaire avec les différents composants de ce bourgeon, notamment sur le plan dentinaire, amilaire. Et là, c'est une extension qui s'est faite, aboutissant à la formation d'un bourgeon d'une dent de remplacement vers le 28e jour. Donc la particularité des molaires permanentes est qu'elles sont dites non successionnelles. C'est des dents qui vont pas suivre la formation d'un germe temporaire. Par contre, ils sont issus d'un prolongement distal du fer à cheval que forme la lame dentaire. Donc c'est une extension qui se fait en distal, toujours postérieurement de la lame dentaire, qui va conduire déjà à la formation de la première et de la deuxième molaire, et
parfois à la troisième molaire, mais pas d'une façon constante. Donc en fonction des possibilités de l'extension de cette lame dentaire. Entre la naissance et le 9e mois, une autre expansion distale de la lame dentaire sera à l'origine du bourgeon de la deuxième molaire définitive. Donc entre 1 et 5 ans, une ultime différenciation de cette lame donnera naissance à ce qu'on appelle la dent de sagesse ou la troisième molaire, qui est souvent en position ectopique ou qui présente souvent une morphologie plus ou moins proche des molaires. Entre le 3e et le 4e mois, et à fur et à mesure que les bourgeons des dents temporaires se forment, la lame dentaire devenue plus mince va donner des prolongements en direction linguale et palatine. Cet ensemble correspond à la lame dentaire de remplacement. Elle diffère de la lame dentaire par sa présentation sous forme de 10 digitations correspondant aux 10 chaires des dents permanentes, remplaçant les 10 dents temporaires par arcade. Donc les bourgeons des dents de remplacement sont initialement en situation linguale ou palatine par rapport aux dents temporaires. Ils vont subir une migration au cours de leur croissance et viendront se placer sous les dents temporaires. Il peut cependant persister des vestiges épithéliaux entre les follicules dentaires. Ils prennent une forme sphérique appelée les perles de Cérès qui peuvent être impliquées dans le mécanisme éthiopathologique et éthiopathogénique de certaines lésions kystiques qu'on appelle les kystes paradentaires. Donc le bourgeon dentaire formé d'une composante à la fois épithéliale et d'une composante mésenchymateuse passera par plusieurs stades lui permettant de s'individualiser pour prendre une forme correspondant à une dent déjà génétiquement prédéterminée. Donc le développement passe par plusieurs stades. Vous avez déjà un stade d'initiation dans lequel on assiste beaucoup plus à des multiplications cellulaires qui se font au niveau de la partie épithéliale de la lame dentaire. Ensuite, une phase de morphogenèse et qui est suivie par une phase d'histogénèse dans laquelle on assiste à une individualisation des différents composants de la dent, notamment l'émail, la dentine ou la pulpe. Donc, durant la phase d'initiation, les sites des futures dents sont déterminés. Le germe dentaire est initié par une invagination de l'épithélium buccal qui prend l'appellation de la lame dentaire. Et vous le voyez ici, pendant l'initiation avec une multiplication des divisions cellulaires qui se fait au niveau de la lame dentaire. Donc, durant la phase de morphogénèse ou organogénèse, la forme de la dent est déterminée à la fois par la prolifération ou la multiplication cellulaire et par des mouvements cellulaires qui vont se faire au niveau, qui vont s'enfoncer, qui vont se faire en direction du conjonctif sous-jacent. Par contre, dans la phase d'histogénèse, qui est définie par la différenciation cellulaire, qui commence déjà à l'étape de la morphogénèse, elle aboutit à la formation des couches cellulaires variées. Ces couches sont soit minéralisées, comme à titre d'exemple la dentine, l'émail, le sément, ou non minéralisées comme la pulpe, le ligament parodontal ou la pulpe ou le ligament parodontal. La morphogénèse du germe dentaire. Chaque bourgeon s'enfonce dans le mésenchyme sous-jacent qui prolifère à son contact. Il comporte une composante épithéliale, futur organe de l'émail, qui reste appendue à la lame dentaire par une pédicule et une composante mésenchymateuse qui deviendra la pulpe. Sa morphogénèse primaire regroupe des stades successifs depuis l'apparition du bourgeon jusqu'à la constitution du follicule dentaire. Donc le terme de stade correspond en quelque sorte à un instantané de développement du germe dentaire. Donc il correspond à beaucoup plus à un certain stade, à un instantané de développement du germe dentaire. Chaque stade est surtout caractérisé par une morphologie particulière du constituant épithélial, soit un bourgeon, cupule, cloche ou cloche. Donc au stade de bourgeon, chaque lame dentaire donne naissance à des bourgeons dentaires.
épaississement épithéliaux plus conséquents et localisés correspondant à des dents individuelles. Le mésenchyme sous-jacent se condense. Donc, à la 8e semaine, les bourgeons des canines et des incisives temporaires sont déjà apparents. À la 9e semaine, les bourgeons des molaires temporaires se constituent. Ce que vous voyez ici, donc vous avez l'extension après le stade d'initiation qui se fait au niveau de la région épithéliale. Vous avez une extension déterminant un bourgeon dentaire. Un défaut à ce stade, sous forme d'une prolifération plus importante du bourgeon dentaire, peut être à l'origine d'une anomalie sous forme d'une macrodontie. Donc la dent prend une dimension plus importante que la normale. Par contre, un défaut d'initiation avec une prolifération sous forme d'une prolifération réduite du bourgeon dentaire peut être à l'origine d'une diminution du volume global de la dent, aboutissant à des dents petites sur le plan clinique. C'est ce qu'on appelle les microdonties. Ce que vous voyez ici, donc c'est une incisive centrale qui a une morphologie qui est beaucoup plus volumineuse par rapport à la dent contralatérale. Parallèlement, le patient présente par endroit des dents petites. Donc on peut dire que c'est un patient qui présente par endroit des macrodonties avec des microdonties. Une forme également de microdontie, de l'incisive latérale, ici, qui est plus petite par rapport à la normale, présentant une morphologie en grain de riz. Le deuxième stade, c'est le stade de cupule ou du capuchon. Rapidement, le bourgeon augmente de volume et prend une forme de cupule. La prolifération cellulaire épithéliale est caractérisée par une concavité qui enveloppe partiellement le mésenchyme sous-jacent qui représente la future pulpe dentaire. Donc on distingue alors nettement un ensemble épithélial, une papille mésenchymateuse et une enveloppe mésenchymateuse. Donc l'ensemble épithélial, à partir du stade du cupule, le massif épithélial se transforme progressivement par processus d'histogénèse en organe d'émail. Cette histogénèse implique la différenciation de l'épithélium dentaire interne ou l'épithélium adamantin interne et l'épithélium dentaire externe ou l'épithélium adamantin externe. La jonction entre les deux épithéliums constitue ce qu'on appelle la lèvre épithéliale ou la zone de réflexion. Les cellules épithéliales délimitées par ces deux épithéliums se transforment en majeure partie en cellules polygonales, partiellement jointives, constituant le réticulum stellaire ou le réticulum étoilé, sous forme d'étoile. Une structure histologique particulière et transitoire se met en place à ce stade au centre de l'épithélium dentaire interne, ce qu'on appelle le nœud de l'émail. Ce que vous voyez ici, c'est une coupe frontale d'un embryon aux environs de 8 semaines. Donc là, c'est la future cavité buccale. Ce que vous voyez ici, c'est la langue. Ce qu'on a ici parallèlement, c'est le cartilage de Merkel, aboutissant à la formation aboutissant à la formation de la mandibule. Et là, c'est l'extension sous forme de cloche de la lame dentaire. Ici, on a la région ethmoïdale. En agrandissant, vous allez voir ici les bourgeons dentaires avec une condensation cellulaire qui se fait ici au niveau de la région. On regarde de l'extension épithéliale. Le mésenchyme papillaire et péridentaire, donc la condensation mésenchymateuse principale centrée sur l'organe de l'émail, présente de nombreuses cellules en multiplication, mais sans orientation préférentielle. C'est la papille mésenchymateuse destinée à former la dentine et la pulpe. On note dès ce stade l'apparition d'axes vasculaires et papillaires. Donc, au stade de cupule,
Donc il peut y avoir plusieurs anomalies. Donc l'organe de l'émail peut anormalement s'invaginer, il progresse dans la papille dentaire, ce qu'on appelle générant une pathologie qu'on appelle les densines. Donc le germe d'une dent unique tente sans succès de se diviser en deux germes, ce qui entraîne alors dans une dent plus grande mais avec deux racines communes et une cavité pulpaire plus élargie, ce qu'on appelle les géminations dentaires. Vous pouvez également assister à des fusions dentaires ou à la naissance de ce qu'on appelle également des tubercules dentaires. Ici, vous voyez l'image cliniquement, l'existence d'une fusion entre deux dents, donc fusion coronaire, mais parallèlement, sur le plan radiculaire, on voit qu'il y a deux racines qui sont séparées, contrairement à la gémination où vous avez déjà une soudure entre les deux parties coronaires avec les deux parties radiculaires aboutissant à la formation d'une seule racine. Là, c'est les densindens, un défaut initial aboutissant à la formation d'une petite formation ressemblant à une dent à l'intérieur d'une autre dent. Le troisième stade, c'est le stade de cloche. C'est le stade d'histomorpho-différenciation. Donc les patrons cuspidiens spécifiques de chaque dent se mettent en place. Il devient alors possible de reconnaître la future forme de la couronne dentaire. Donc si la phase d'initiation est l'étape qui détermine l'identité de la dent, le stade de cloche peut être considéré comme étant l'étape déterminant la forme de la dent. À ce stade, des défauts métaboliques, des amyloblastes d'origine locale ou systémique peuvent être à l'origine d'une dysplasie de l'émail ou d'une amylogénèse imparfaite. Également, des défauts métaboliques des odontoblastes peuvent être à l'origine d'une dysplasie de la dentine ou d'une dentinogénèse imparfaite. Vous voyez ici des défauts d'émail et de dentine qui peuvent toucher partiellement ou la totalité de la denture. Donc le sac dentaire ou le sac folliculaire apparaît dès le stade de la cupule. Au stade de cloche, il entoure nettement le mésenchyme papillaire et l'organe de l'émail laissant passer à sa partie supérieure de la lame dentaire et à sa partie inférieure les axes vasculaires et nerveux. Donc il est constitué par un feutrage dense de collagène auquel se mêlent de nombreux vaisseaux, des capillaires pour la plupart. La résagénèse, c'est le mécanisme aboutissant à la formation de la dent. Donc lorsque s'achève la formation de la couronne, la zone de réflexion de l'organe de l'émail continue à se développer. Elle va se développer. Donc ces deux feuillets restent solidaires et vont former une lame épithéliale appelée la gaine de Hertwig qui va s'enfoncer également dans le conjonctif sous-jacent. Et l'existence également d'un défaut à cet endroit peut générer des résidus qui peuvent être également impliqués dans la naissance de certaines pathologies tumorales ou kystiques. Donc vous voyez ici les différents stades de formation de la dent, commençant par le stade de bourgeon, aboutissant au stade déterminant une morphologie correspondant à une dent bien définie. En résumé, cette phase de morphogénèse est caractérisée par différents stades, notamment le stade de lame, bourgeon, capuchon, cloche, où s'opèrent des mécanismes d'apoptose, de prolifération et de migration similaires. Elle est suivie par une phase de cytodifférenciation où les cellules épithéliales et mésenchymateuses en contact avec la membrane basale deviennent des odontoblastes et des amyloblastes à l'origine de la dentine et de l'émail. Donc la phase terminale est la formation de la racine qui est tributaire de la progression apicale de la gaine d'Hertwig. Pour plus d'informations, je vous conseille de consulter deux ouvrages qui sont très très intéressants dans la matière, notamment l'illustré de l'embryologie dentaire et de l'histologie et également l'embryologie dentaire, histologie et anatomie de Maribat Balogh dans sa deuxième édition. Merci pour votre attention et bon courage pour la suite.